Le corrigé de l'exercice portant sur la résistance au froid des Inuits permet de retravailler la méthodologie. Donc face au sujet, tout d'abord, on va le survoler rapidement, de façon à cerner de quoi il parle. Donc ici, dans le titre, on nous dit qu'on va traiter la résistance au froid des Inuits. On nous donne quelques informations sur les Inuits, où ils vivent, et on nous donne des informations pour proposer une problématique, puisqu'on nous dit qu'ils sont peut-être avantagés pour affronter le froid par un gène qui leur viendrait de l'homme de Denisova. On repère où se trouve la consigne, elle est ici. Pour l'instant, les documents, on ne s'y intéresse pas. La première chose qu'on va faire, et on travaille au brouillon, c'est d'expliciter la consigne et de poser la problématique. Donc on nous dit exploiter les informations apportées par les documents et vos connaissances. Donc là, c'est vraiment une formulation classique. On retrouve cette formulation dans quasiment tous les énoncés de tous les exercices portant sur le raisonnement. Et donc on nous demande d'apporter des arguments en faveur de cette affirmation. Donc là, il faut quand même bien cerner ce que c'est que cette affirmation, puisque si on cerne mal, on va s'exposer à faire du hors-sujet. Donc cette affirmation, quelle est-elle? C'est les Inuits sont peut-être avantagés pour affronter le froid par un gène qui leur viendrait de Denisova. Donc sur son brouillon, on se le marque en bien gros, de façon à ne pas perdre de vue qu'il ne faudra traiter que ceci. Tout le reste sera du hors-sujet. Ensuite, on repère le verbe d'ordre ou les consignes qui permettent de savoir dans quelle direction on doit organiser son argumentation. Parce que ça peut être une explication, ça peut être une démonstration. Ici, on nous dit apporter des arguments. Apporter des arguments, ça veut dire démontrer. Donc, on se le note aussi sur son brouillon. Il va falloir démontrer. On peut dès lors poser sa problématique, qui se décompose en fait en plusieurs choses que l'on doit démontrer. Tout d'abord que les Inuits ont des caractéristiques qui leur confèrent une résistance au froid, c'est-à-dire qu'ils ont un phénotype particulier. On doit démontrer que cette capacité est liée à un gène, puisqu'on nous dit qu'un gène leur aurait été transmis. Et on doit démontrer que ce gène est hérité de Denisova. La deuxième étape consiste à lister au brouillon les connaissances associées, parce que sinon on a toujours tendance à les oublier. On ne les met pas en avant, et à ce moment-là, on sort du cadre de l'exercice, qui est bien d'apporter des arguments à l'aide des informations des documents et des connaissances. Alors là, nos connaissances, elles sont très courtes, parce qu'en fait, elles ne concernent que les gènes. On sait qu'un gène contrôle l'expression d'un caractère, et on sait qu'un gène peut présenter plusieurs allèles, c'est-à-dire plusieurs expressions différentes pour un même caractère. Ce qui va nous amener à corriger notre problématique, parce que notre problématique, on avait dit donc qu'on voulait démontrer que cette capacité était liée à un gène. Erreur, elle n'est pas liée à un gène, elle est liée à un allèle de ce gène. Donc on corrigera notre problématique, cette capacité est liée à un allèle, et ce n'est pas ce gène qui est hérité de Denisova, mais cet allèle est hérité de Denisova. Donc là, vous voyez que se tenir trop proche de l'énoncé, sans essayer de l'interpréter, c'est s'exposer à une erreur, parce que bien évidemment, étant donné que celui qui a écrit le sujet cherche à vérifier que vous avez bien maîtrisé la notion d'allèle, il ne va pas vous donner la réponse dès le début, en écrivant ici « Ces Inuits sont peut-être avantagés pour affronter le froid par un allèle qui leur viendrait de Denisova ». Sinon, il vous dirait déjà trop de choses au départ. Donc, une fois qu'on a posé sa problématique au brouillon, le mieux c'est encore de rédiger tout de suite l'introduction en s'appuyant sur l'énoncé. Comme ceci, on a bien, dès le départ, écrit sa problématique, ce qui permettra là encore d'éviter les hors-sujets. On s'appuie sur l'énoncé et on fait simple. On reste dans le contexte. Vous voyez qu'on nous dise les Inuits vivent sur un territoire qui s'étend de l'Alaska à la Sibérie. Voici ma proposition d'introduction. Elle reste très proche de ce qu'on me dit. Et ensuite, je présente ma problématique sous forme d'une question.
même si elle est décomposée en 3 parties sur mon brouillon, là je la présente en une seule question, puisque en répondant à cette question, je répondrai bien à tout. Ils ont une capacité à résister au froid, qui vient d'un allèle hérité de Denisova. Donc la quatrième étape, c'est toujours au brouillon d'analyser chacun des documents. Donc le premier document concerne le phénotype. On nous dit qu'il existe chez l'homme un tissu thermogénique, un tissu graisseux thermogénique de couleur brune. Il produit de la chaleur, il existe chez le nouveau-né mais il disparaît ensuite. Cependant, on constate qu'il persiste toute la vie chez les Inuits. Donc en résumé, les humains possèdent à la naissance un tissu adipeux produisant de la chaleur, qu'on appelle le tissu adipeux brun. Ce tissu disparaît après la naissance, sauf chez les Inuits qui le conservent toute leur vie. Comme toujours, le principe c'est j'observe, je déduis. Donc on fait immédiatement une déduction. Sur son brouillon, il n'est pas inutile de l'écrire d'une couleur différente, comme ça on repère bien où est le j'observe et où est le je déduis. Donc en déduction, les Inuits peuvent produire de la chaleur toute leur vie, puisqu'ils ont ce tissu adipeux brun toute leur vie. Et donc, c'est le tissu adipeux brun qui est responsable de la résistance au froid. Et donc, si je reviens sur ma problématique que j'ai rédigée au brouillon, eh bien, j'ai déjà répondu à ma première partie de ma problématique, puisque j'ai bien démontré qu'ils ont une caractéristique qui leur confère une résistance. Cette caractéristique, c'est la conservation du tissu adipeux brun toute sa vie. Dans l'énoncé, on nous faisait une remarque qui n'était pas anodine. On nous dit Denisova et Néandertal étaient adaptés au climat froid. Donc là encore, il faut déduire, interpréter ce qu'on nous dit. S'ils étaient adaptés au climat froid, ça veut dire qu'ils possédaient eux aussi la capacité de produire du tissu adipeux brun toute leur vie. Le document 2, rien qu'en lisant le titre, on sait déjà de quoi il parle. Il nous parle de génétique. Donc le document 1 présentait le phénotype, le document 2 présente le génotype. Donc on nous dit que le gène TBX15 est présent dans le chromosome 1, qu'il joue un rôle dans la synthèse du tissu adipeux brun. Connaissances associées, on ne les oublie pas. On sait qu'un gène contrôle l'expression d'un caractère du phénotype. On nous dit ensuite qu'il existe sous deux formes, l'allèle A et l'allèle B. On sait que la présence de deux allèles différents signifie deux versions différentes du phénotype. Et là encore, on retrouve bien ce qu'on nous dit dans l'énoncé. Donc si on revient dans ce document, on nous dit que ce tissu adipeux brun existe chez le nouveau-né et disparaît ou persiste toute la vie. On a bien deux phénotypes, soit la non-persistance du tissu adipeux brun, soit la persistance du tissu adipeux brun. On peut donc maintenant faire nos déductions. Comme toujours, j'observe, je déduis. Donc un des allèles est responsable de la synthèse interrompue du tissu adipeux brun après la naissance, mais pour l'instant on ne sait pas s'il s'agit de l'allèle A ou B. Et un des allèles est responsable de la synthèse persistante du tissu adipeux brun chez les Inuits, et j'aurais pu ajouter chez Denisova et chez Néandertal probablement, et là encore on ne sait pas s'il s'agit de l'allèle A ou de l'allèle B. Le troisième document va nous apporter une réponse à cette question. Il présente un planisphère avec la distribution de la séquence liée à TBX15, autrement dit la distribution des allèles A et B dans la population actuelle. En orange l'allèle A, en noir l'allèle B. Ce que l'on constate, c'est que l'allèle A est présent partout dans le monde, que l'allèle B est présent en Asie, beaucoup, vous voyez, parfois la moitié des allèles, 50% des allèles, c'est l'allèle B, et aussi en Amérique. Et ce qui est surtout intéressant ici, c'est de voir que les Inuits sont à 100% possédant l'allèle B. On peut donc en déduire que l'allèle B est responsable
de la synthèse persistante du tissu adipeux brun. Ici, dans la légende, on nous dit que l'allèle B est similaire à l'allèle porté par les Denisoviens et les Néandertaliens. On peut donc là encore faire une déduction. L'allèle B des Inuits a été hérité de Denisova ou de Néandertal. Donc on revient sur notre problématique énoncée au brouillon et on vérifie qu'on est toujours bien dans les clous et qu'on répond toujours à ce à quoi on avait prévu de répondre au départ, puisqu'en fait énoncer sa problématique, c'est tout de suite poser ce que l'on souhaite dire comme réponse. Et donc on est bien ici, cette capacité est liée à un allèle, l'allèle B. Donc tout va bien. Il nous reste maintenant à démontrer que cet allèle B a été hérité de Denisova et non pas de Néandertal. Alors on trouve la réponse dans l'énoncé et dans ses connaissances. On nous dit ici que l'homme de Denisova avait vécu principalement en Asie et on sait que les Inuits vivent en Sibérie et en Alaska, on nous le dit. Et on a appris dans le chapitre 4 que Néandertal était présent en Europe. Autrement dit, on peut en déduire que l'allèle B a été hérité de Denisova. Il ne peut pas avoir été hérité de Néandertal, puisque Néandertal ne côtoyait pas les populations d'Homo sapiens en Asie. On rédige sa conclusion. Donc la conclusion, elle récapitule les informations que l'on apporte pour répondre à la consigne. Autrement dit, ici, elle va récapituler les arguments en faveur d'un héritage allélique de la capacité à résister au froid. Elle est donc précise et complète. Comme d'habitude, si on a le temps, on peut faire une ouverture en présentant par exemple un autre exemple. Je pense que cet exemple des Inuits vous a rappelé l'exemple de la lactase, dont la synthèse est interrompue dans les premières années de la vie chez les personnes non mutées, on va dire, et dont la synthèse persiste toute la vie chez les personnes mutées. Donc voici une proposition de conclusion. Mais on peut la rédiger autrement. Donc maintenant, on a son intro, on a sa problématique, on a sa conclusion, on a les analyses de chaque doc, et bien on va pouvoir rédiger son argumentation. Donc on rédige au propre l'intro, on rédige au propre la problématique et on passe directement à la rédaction au propre des documents. Donc ça consiste à reprendre les analyses faites au brouillon, à mettre en relation les informations. Donc il faut bien choisir l'ordre des documents. Donc ici, l'ordre 1, 2, 3 était tout à fait possible. Donc autant ne pas se compliquer la vie et garder l'ordre 1, 2, 3. Mais il ne faut pas oublier de placer ces déductions intermédiaires afin de faire des liens entre les différents arguments. On apprend dès maintenant à éviter les formules du type « le document montre que ». On n'oublie pas de citer les valeurs s'il y en a. Alors là, à part 100% pour l'allèle B chez les Inuits, il n'y en avait pas. On fait des phrases courtes. On rédige un paragraphe par notion. Donc ça veut dire qu'on saute des lignes de temps en temps. Moi, je vous propose cette argumentation, mais il était possible d'écrire les choses un peu différemment, voire d'utiliser les documents dans un autre ordre. Donc vous pouvez constater que j'ai légèrement changé l'introduction parce que j'ai complété par des informations qui nous étaient données dans la consigne.